Un mois sans vidéo. C'est long, j'ai pris un peu de repos. J'étais en vacances et quand je suis revenu, enchaînement de galères. Pour ne citer que, j'avais plus de porte de terrasse et plus d'internet. Vous connaissez un petit peu mon passé avec Free, ben ça a recommencé. Mais ils ont fait un petit geste cette fois. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Allez trouver un opérateur qui vous offre autant d'argent de nos jours. Changez rien Free. Enfin bon, dans cette vidéo, on va parler de Squid Game que j'ai revu 2 fois. Mais avant de commencer, un petit disclaimer. Cette série très colorée est à destination d'un public averti. Elle peut avoir un réel impact psychologique et émotionnel. Le signe informatif, interdit aux moins de 16 ans, prévient des violences et discriminations inadaptées à un public jeune. Allez, c'est parti, on en parle, mais ce sera sur un ton un petit peu plus sérieux qu'à l'habitude. Tout d'abord, rapide résumé de la série. Squid Game, de quoi ça parle? Le jeu du calmar, ou calamar comme vous voulez, comme vous le prononcez. Le jeu du calmar, c'est un jeu très populaire en Corée dans les années 70-80, où vous avez des attaquants qui attaquent une zone contre des défenseurs qui défendent cette même zone. Et contrairement à ce qu'on voit dans la série, le jeu du calmar avait pas réellement de règles définies, ou bien définies en tout cas. Contrairement à d'autres jeux de récréation, du type 1, 2, 3 soleil, tout ça. Dans Squid Game, on assiste au recrutement de joueurs qui risqueront leur vie dans des jeux d'enfants. Enfin, à la base, ce sont des jeux d'enfants, pour la somme de 45,6 milliards de won, soit plus de 30 millions d'euros. Les capacités physiques et mentales des joueurs sont mises à rude épreuve, et étant 464 joueurs au début des jeux, on assiste tout le long de la série à l'élimination progressive de tous ces joueurs, sauf un, qui va remporter les jeux et du coup les 30 millions d'euros. Et par élimination, j'entends la mort des joueurs, parce qu'en effet, ceux qui perdent un jeu perdent aussi leur vie. C'est ça le principe des Squid Game, dans la série en tout cas. Alors j'aimerais analyser ce que j'ai vu dans Squid Game au travers de cette vidéo, parce qu'au-delà de la violence, voire même de l'ultra-violence présente dans la série, on va pas se mentir, elle est géniale. Son succès est peut-être pas basé essentiellement sur le sang et les morts qu'il y a dans la série, même si ça doit jouer pas mal. Il y a aussi un côté très psychologique dans Squid Game que j'aime particulièrement. Dans cette analyse, je vais tenter de répondre à quelques questions qu'on pourrait se poser quand on regarde la série ou quand on a fini la série. C'est parti. Première question qu'on peut être amené à se poser, pourquoi est-ce qu'ils retournent dans le jeu après 1, 2, 3 soleils? Lors du premier jeu, les participants réalisent qu'ils risquent donc leur vie pour de l'argent. Ce après quoi, ils peuvent voter pour faire arrêter les jeux si la majorité est d'accord pour les arrêter. À l'issue d'un vote très partagé, la majorité à une voix l'emporte, les joueurs peuvent rentrer chez eux. Mais peu de temps après, face à leurs difficultés d'intégration dans la société et leurs problématiques pour vivre et survivre, c'est quasiment tous les candidats à 20 personnes près qui retournent dans les jeux. Ici, même si on leur laisse le choix, je pense pas réellement que les candidats aient leur libre arbitre. Je crois pas en fait qu'avoir un choix pareil, c'est avoir pleinement son libre arbitre. C'est un peu le principe du choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'ils choisissent s'ils préfèrent mourir dans les jeux ou à l'extérieur en gros. Donc, mis face à leurs difficultés à l'extérieur, les joueurs vont revenir dans les jeux, et ça fait partie de la raison parmi les plus évidentes pour moi. Beaucoup de joueurs, pour résumer, retournent dans le jeu parce qu'ils n'arrivent plus à survivre, ils ne peuvent plus s'accrocher à la société, n'y arrivent plus. Et certains pensent même, comme les organisateurs des jeux, qu'ils ont plus de chances de réussir les jeux que de vivre dans la société coréenne. Mais il y a d'autres joueurs qui y retournent pour des raisons moins évidentes. L'une de ces raisons, c'est l'addiction au jeu, la dépendance au jeu, qu'on nomme aussi jeu pathologique, où les joueurs perdent la notion du jeu et du plaisir et deviennent esclaves du jeu. Dans la série, on voit même qu'ils sont esclaves physiquement, puisqu'ils sont enfermés dans l'espace de jeu, nourris ou pas au bon vouloir de leur geôlier, et exécutés s'ils n'obéissent pas aux règles. Donc pour moi, l'addiction au jeu, elle est vraiment visible dans la série, et on nous balance même des fois quelques sons, vous savez qu'on a dans les casinos, qui font que les joueurs ont encore plus cette envie et sont encore plus accrochés à l'appât du gain. Il y a une autre explication aussi pour certains joueurs, qui en dehors du fait qu'ils n'ont plus rien à perdre et tout à gagner, ce serait qu'ils aient été exposés à un tel niveau de violence et d'horreur qu'ils en aient même plus la notion, qu'ils aient perdu cette notion. Je pense par exemple là à cette joueuse qui a assisté à l'assassinat de sa mère par son père qui est pasteur et qui tuera son père du coup pour venger sa mère. On sent chez elle qu'il y a une rupture avec la réalité et la norme et une totale abstraction de la violence. Une violence qui est ancrée, qu'elle a en elle-même et qui peut du coup lui paraître tout à fait normale. Je pense à cette scène là où tout le monde jouait aux billes et devait du coup remporter les billes de l'autre participant. Elle voit plein de gens mourir autour d'elle et en fait on dirait qu'elle s'en fout,
elle fait connaissance avec l'autre participante, elle est dans son petit monde, c'est un petit peu bizarre. On voit bien qu'elle a pas les pieds sur terre quoi. On est dans ce cas précis face à une personne traumatisée, qui avait jusqu'alors survécu à la violence, mais qui a adopté de mauvais mécanismes de défense. Et c'est quand même un cas qui semblerait ne pas être isolé quoi. En dernier, vous avez aussi des joueurs qui pensent grâce au jeu pouvoir prendre leur vie en main et qui voient dans ces jeux un exutoire. Ils pensent alors pouvoir prendre leur vie en main en faisant face à la mort et en récupérant l'argent qui est promis au vainqueur. Ils sont un peu dans une sorte de purgatoire si vous voulez. Et j'ai trouvé ça vraiment triste parce que, spoiler alert, personne n'y arrivera. Une autre question aussi qu'on est amené à se poser en regardant la série, c'est qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour de l'argent. Et c'est à première vue facile de se dire qu'on a tous une morale et tous des limites qu'on se fixe et qu'on respecte. Et c'est hyper facile aussi de se dire qu'on n'est pas aussi facilement achetable que dans la série. Moi là, tout de suite, dans l'immédiat, je me vois pas tuer 400 personnes pour 30 millions d'euros. Mais pour répondre vraiment correctement à cette question, il va falloir se mettre dans la peau d'un des joueurs qui est présent dans le jeu par dépit du coup. Et après, je pense qu'on peut mieux réfléchir à où se situe la morale, où sont nos limites, et qu'est-ce qu'on est vraiment prêt à faire pour cet argent. Et d'après la série, tout est monnayable finalement. L'argent nous fait perdre notre humanité. Et je pense que si de tels jeux étaient organisés pour de vrai, on serait pas si éloigné de ce qui se passe dans la série finalement. On a tous déjà vu des personnes passer à la télé dans des jeux qui s'humiliaient pour de l'argent, et pas dans un principe de survie. Et plus large que ça, on a déjà vu des gens obéir à l'autorité aveuglément, suivre le pouvoir et ce qu'on déclare comme figure d'autorité, sans morale et en complet automatisme. Si vous prenez l'expérience de Milgram, on voit que comme dans la série, l'homme préfère obéir contre la morale que de désobéir. Pour vous expliquer rapidement l'expérience de Milgram, c'est une expérience qui visait à évaluer le degré d'obéissance d'une population. On les mettait face à des actions qui représentaient de vrais problèmes de conscience et on voyait s'ils obéissaient ou non. En général, ils obéissaient. On est ici dans le même cas de figure que l'expérience de Milgram, mais à l'extrême, Et là, un homme ira même jusqu'à tuer sa femme avant de se suicider. Les candidats semblent donc prêts à tout pour de l'argent, dans un mélange d'avidité et de soumission. Cependant, certains ne cèdent pas à tous les instants, heureusement, quand ils sont rattrapés par leurs principes et leur fierté. Je prends pour exemple une joueuse, Anne Minieo, je pense que ça se prononce comme ça, qui, rattrapée par sa fierté, préfère emporter son amant avec elle dans la mort plutôt que de tenter de finir les jeux. Vous avez aussi comme autre exemple Seong-Joon qui refusera d'aller au bout du jeu du calmar et de tuer son meilleur ami. Alors, prêt à tout, oui, mais avec quand même la capacité de se donner, de se fixer des limites. Et évidemment, une personne saine d'esprit ne tuerait pas pour de l'argent, mais comme vu précédemment, les candidats ne le sont pas tous forcément et ils obéissent à une autorité supérieure. Il y a une autre question que moi je me suis posée, c'est est-ce que Squid Game est une satire ou alors une image miroir de notre société à nous? Alors, quand les candidats entrent dans les jeux, ils s'installent et établissent une micro-société avec différents clans. Et c'est marrant parce que, au travers de ces différents clans, j'ai l'impression qu'on a deux images de la société qui sont reflétées. Une première avec le clan de Seong-Joon, sans chef, où les décisions sont prises en commun, les rations sont partagées et les membres les plus faibles sont souvent aidés. Et une seconde avec le clan de Jang Dok-soo, désolé pour la prononciation, où les décisions sont prises par un seul homme, le chef de clan, où la force c'est le pouvoir et où tout revient à ce chef de clan. J'ai quand même l'impression que ça fait un petit peu Corée du Nord, Corée du Sud. Je sais pas vous, mais c'est un petit peu pour moi ce que ça reflète là. Et là où nous, occidentaux, on pourrait se sentir concernés, c'est particulièrement dans notre manière de nous établir. La manière de considérer les autres, de considérer les plus faibles, les personnes de sexe opposé, et aussi la façon dont nous partageons et apportons notre aide à autrui. Après, quand même, la vision de l'homme et de la société qui est donnée dans la série est terriblement négative, puisque c'est la vision d'un homme qui est résolu. Elle est néanmoins radoucie à la fin de la série quand Seong-Joon gagne son pari face au vieil homme. Je dis le vieil homme parce que j'arrive pas à prononcer son nom, c'est Olin Nam, mais j'ai toujours peur de mal prononcer les noms là, les noms coréens j'y arrive pas. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il y avait pas mal d'animalisation dans la série. On va beaucoup comparer les hommes, et notamment les joueurs, à des chevaux sur qui on peut parier, et qu'on pourrait abattre quand ils deviennent inutiles. C'est aussi très imagé quand vous avez les VIP qui portent leur masque en tête d'animaux du coup, et on voit bien que les joueurs sont nourris un petit peu comme des animaux, et puis maintenus en vie là dans une sorte de grand enclos, avant d'être envoyés du coup à l'abattoir. Et il est pas rare pour le coup d'en voir certains avoir des comportements primaires et bestiaux.
Je suis désolé, je synthétise parce que je crois que j'ai déjà donné pas mal d'éléments et ça fait peut-être là beaucoup d'informations. Donc on va clôturer la vidéo ici. Je suis quand même étonné de Squid Game. Certains diront que c'est un mélange entre Hunger Game, Battle Royale avec un petit peu d'éléments de Charlie à la chocolaterie pour le rose bonbon. Moi je trouve pas, je trouve que la série elle se démarque pas mal des autres films et séries du même genre, même si c'est vrai que des fois dans Squid Game, y a pas mal d'éléments qui sont quand même hyper prévisibles. Et vous avez aussi le twist final qui a pas eu un super effet, parce que vous savez sur Netflix on a déjà tous les épisodes et on n'a pas cette période de latence où on attend le twist et on est super étonné. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À la prochaine.